D'accord. Il y a aussi une remarque qui revient assez régulièrement sur le sujet, qui est mais si la majorité, parce que souvent on va dire que la démocratie réelle, ça va être une dictature de la majorité. Donc l'idée c'est de voir justement dans cette architecture démocratique, avec tous les outils qu'on a évoqué, tout ça, souvent on va avoir la peur de se dire mais si la majorité fait de mauvais choix, qu'est-ce qu'on peut avoir comme sécurité vis-à-vis de ça, et qu'est-ce qui est prévu pour ces cas-là entre guillemets. Ah, ça serait merveilleux si on avait la même crainte avec le système actuel, où c'est une poignée de personnes et qu'on se dit finalement, et si ces personnes faisaient des mauvais choix. Mais ça reste une question tout à fait importante. Et justement, donc ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la démocratie, c'est un ensemble de concepts. Et finalement, quand une majorité, on peut estimer, pourquoi pas, suivant des critères personnels, qu'une majorité peut avoir pris une mauvaise décision à un moment donné sur un point très précis. Ce qui est intéressant en démocratie, c'est qu'il y a une remise en cause constante et possible à tout moment. C'est-à-dire qu'une erreur, évidemment qu'on va en faire, parce qu'on reste des humains, donc c'est imparfait. Donc la démocratie ne va pas nous amener une société où toutes les décisions seront magnifiques et parfaites. Ça, bien sûr que non. Donc il y aura des erreurs, certainement, mais elles seront plus facilement réparables, oui, merci, voilà, plus facilement réparables, du fait que la parole est libérée aussi. Que chacun peut peser de la même manière que son voisin politiquement, ni plus ni moins. Et donc ça, je pense que c'est un point très important. Après, on peut se poser aussi la question de la légitimité. Finalement, une décision peut paraître quand même plus légitime quand elle est prise par au moins une majorité de citoyens que par une toute petite proportion de la population, finalement. Même si ça peut être une mauvaise décision, il peut s'avérer que c'est un mauvais choix. Mais voilà, encore une fois, ça peut se remettre en question. C'est ça qui est intéressant, en fait, finalement. Oui. Alors, je veux juste dire aussi que ça s'accompagne évidemment de débats. C'est une vie politique vraiment très intense d'être en démocratie, et c'est quelque chose à vivre, évidemment. Et puis c'est tout. Voilà, si on est démocrate, c'est qu'on pense aussi que la décision sera meilleure, effectivement, tout simplement si c'est une majorité de personnes éclairées par les débats qui décident, plutôt qu'une minorité. Après, il y a des gens qui sont pour l'oligarchie ou pour même la monarchie, qui pensent qu'un bon roi serait mieux. Ok, pas de souci. Nous, on est démocrates, c'est tout. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui fait que, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'on accepte de vivre dans un système comme celui-là? Comment on en arrive là? Qu'on accepte... Je parle de l'actuel. Oui, tout à fait. Je pense qu'on parlait des mots tout à l'heure, et ils ont été mis à l'envers, en fait. Il y a un problème de compréhension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on demande aux gens dans la rue de nous dire « Est-ce que vous êtes en démocratie ?», la plupart des gens disent « Oui », parce que c'est ce qu'on a appris, puis élection égale démocratie. Et finalement, ça viendrait à l'idée de pratiquement personne d'appeler notre gouvernement tel qu'il est, c'est-à-dire un gouvernement représentatif et donc oligarchique. Et donc ça nous prive des outils intellectuels nécessaires pour une remise en cause, et pour se dire « Ah oui, il y a peut-être autre chose de possible aussi ». C'est-à-dire qu'on est un petit peu enfermé dans quelque chose, une sorte de cercle vicieux, là où il y a un constat général, je pense, qui est fait sur les dysfonctionnements de notre société actuelle, mais on n'a pas les outils, tout simplement, pour... Donc il y a un manque aussi d'éducation aux structures politiques historiques. Oui, tout à fait, oui. Il y a une relecture de l'histoire à faire, il y a des livres qu'il faut lire, qu'on ne lit pas à l'éducation nationale, malheureusement. Donc il y a un chemin à faire, à initier, personnellement, je pense, oui. Oui. L'éducation nationale, c'est une calamité par rapport à ça. On nous apprend la soumission, on nous apprend la compétition, on nous apprend pas du tout à remettre en cause les institutions, à nous épanouir, nous émanciper. Non, il faut devenir des petits producteurs, consommateurs, parce que c'est ce qui fait marcher le système actuel. Voilà, donc évidemment, il y a une grosse remise en question de l'éducation nationale. Oui, c'est sûr.
D'accord. Bon, là, on est resté sur le plan national. Aujourd'hui, on fait partie de l'Union européenne, qu'on l'ait décidé ou non. On dit on, en tout cas, notre gouvernement a décidé d'en faire partie. Est-ce que vous pouvez nous toucher 2 mots sur de la même manière comment s'organise, entre guillemets, mais surtout quelle va être l'influence de l'Union européenne et entre la constitution de la Ve République et la constitution française, qu'est-ce qui lui reste en termes de souveraineté, d'autonomie par rapport à cette imbrication dans ce qu'est l'Union européenne? Oui. Oui, donc ça permet d'embrayer sur les questions de constitution, en fait, ta question, parce que effectivement, aujourd'hui, comme le dit Étienne Chouard, par exemple, il y a un conflit d'intérêts dès le moment de l'écriture de cette constitution. Par exemple, pour la Ve République, ce sont des élus qui l'ont écrit, donc qui sont en conflit d'intérêts parce qu'ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Pour l'Union européenne, finalement, on se rend compte que ceux qui l'ont écrit, voilà, c'est des économistes, c'est des financiers, c'est des technocrates finalement. Et donc, ils ont construit des institutions qui, en plus, donnent très très peu de pouvoir aux élus au Parlement européen. Donc, on a vraiment de moins en moins de pouvoir. Donc, c'est bien, ça retombe sur les élus. Et nous, les citoyens, là-dedans, on est rien du tout. Hein. Donc, comment ça marche? Donc, il y a la Commission qui, elle, c'est un peu le pouvoir exécutif, mais c'est aussi le pouvoir qui va écrire les lois. Donc, la Commission est à Bruxelles, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Et en dessous, on a le Conseil des ministres, composé des ministres des différents pays, pour faire simple, hein, et le Parlement européen à Strasbourg. Donc, ça va être le sujet un petit peu parce que c'est ce qui nous intéresse. Et donc eux, le Parlement et le Conseil, c'est eux qui codécident. En fait, ils n'ont pas l'initiative législative, c'est-à-dire qu'ils ne proposent pas de loi. Ils réceptionnent les lois de la Commission et ensuite ils votent. Donc il y a différents trajets de loi, mais voilà, ils font que voter les lois. Donc c'est un pouvoir très, très petit finalement, hein, parce que écrire les lois, c'est bien plus important que de les voter. Voilà. Donc oui, les deux sont importants, mais bon, on se rend compte. Voilà. Ajouter quelque chose? Non, Ouais, avec tout le système du coup de lobbying qu'on peut observer aussi. C'est-à-dire qu'il va en plus y avoir des influences officielles, privées. Oui, ils s'en cachent pas d'ailleurs. Hein. C'est ça. Il y a des pressions de lobby et voilà. Ouais, c'est ça, qui ont vocation directement à faire de la publicité pour leurs intérêts directs. Disons qu'il y a des conflits d'intérêts partout, quoi. C'est ça qui est embêtant. Donc, Alors moi j'ai envie de dire à tout à chacun de mesurer sa propre impuissance dans nos systèmes, quoi. C'est vraiment une démarche personnelle de voir à quel point on est impuissant. Mais ceux qui veulent en savoir plus, nous on n'est pas experts à la question. Il y a des personnes comme Magali Pernin par exemple qui étudient en profondeur les institutions, effectivement, qui parlent des lobbies. Du blog contre la Cour, ouais. Voilà, qu'on peut trouver sur internet, ouais. Voilà. Donc voilà, mais, sujet à creuser pour ceux qui veulent. Ouais. Ok, merci. Alors maintenant, revenons sur l'organisation de laquelle vous faites partie. Démocratie réelle, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont ça fonctionne, son historique? La fameuse question. Qu'est-ce que c'est démocratie réelle? Alors déjà, démocratie réelle, c'est une action 100% citoyenne, donc il n'y a pas de professionnels de la politique. D'accord. Ça n'est pas un parti politique et ça n'est même pas une association. Okay. Et ça a été voulu ainsi pour éviter justement un petit peu le système hiérarchique vertical qui est imposé par toute association. Voilà. Et puis la notion de parti est quand même assez antinomique avec la notion de démocratie. Donc voilà, par souci de cohérence, ça a été voulu comme ça. Donc ça a été simplement initié par nous deux, et puis quelques amis aussi de Grenoble en fait. Donc on va faire un petit peu d'historique chronologiquement, un peu rapidement. Donc c'est en 2012, on a créé un site internet donc proposant cette action où l'unique engagement de l'action était finalement de tirer au sort parmi des volontaires des listes de candidats pour se présenter donc à ces législatives européennes. Et l'élu ou les élus démocratie réelle s'engagent donc à informer les citoyens de chaque projet de loi qu'ils reçoivent donc au Parlement et à
organiser des référendums sur ces projets de loi et à faire le messager finalement entre les citoyens et le Parlement en retranscrivant le résultat du référendum. Donc en aucun cas l'élu démocratie réelle n'est là pour décider à la place du citoyen. C'est au contraire une façon de donner, je ne dis bien pas redonner parce que malheureusement on ne l'a jamais eu, mais simplement donner déjà une partie du pouvoir législatif qui est fondamentale pour parler tout simplement de citoyens et plus d'électeurs. Donc voilà, c'est ça. Donc ça a commencé sur l'Europe, ça a commencé sur une initiative autour des élections européennes. Non, alors vas-y si tu veux toucher deux mots. Oui, en fait, on sortait des législatives en 2012 pour les législatives nationales où on avait proposé la même chose dans des circonscriptions. Nous, en Isère, on était 4 candidats. On proposait ça, c'est ce que Olivier a dit. L'unique engagement, c'est de faire voter les Français sur chaque projet de loi. Nous, on serait juste, on n'existerait pas, on serait transparent. L'idée, voilà, exactement. Donc et après on s'est dit en sortant de ça ça a plu, il y a eu un écho médiatique quand même, en plus on s'y était pris un peu tard, donc allez on a 2 ans pour s'organiser, on essaye, la prochaine échéance c'était les européennes, on propose le même programme et puis n'importe qui est potentiellement capable de le faire, donc c'est pour ça qu'on tire au sort, il n'y a pas de compétences à avoir, c'est uniquement on reçoit, le peuple nous a dit de dire oui, hop, je vote oui, donc il faut savoir appuyer sur un bouton, voilà. Ça peut être une compétence prérequise, mais qu'on n'a pas demandé, on aurait peut-être dû, on verra si jamais ils respectent bien leur engagement. Voilà. Et donc, pour revenir à l'initiative pour les européennes, donc pendant un an, des gens se sont inscrits sur ce site. Et le 1er juin, je crois, juillet, donc ces personnes-là, dans toutes ces listes, on a procédé à un tirage au sort pour avoir un ordre des noms, des inscrits, qui soit donc défini par le hasard. Donc c'est comme ça qu'on peut avoir la tête de liste, etc. etc. Et après, il y a eu tout un processus pour appeler les gens et leur demander confirmation ou infirmation de leur engagement, parce que voilà, on a tous des vies aussi à côté, c'est normal. Et l'idée, c'était que si quelqu'un se désiste, on prend le suivant sur la liste, en respectant la parité, bien sûr, parce que ça nous est imposé. Et donc voilà, donc maintenant on a des listes là qui fonctionnent bien aujourd'hui. L'idée aussi, et on insiste beaucoup là-dessus, c'est que Valentin et moi, on n'est absolument pas là pour décider à la place des gens, ni pour guider, ni quoi que ce soit. L'idée c'est vraiment, et ça reste ça l'idée, que chaque circonscription soit autonome. Vraiment, qu'elle s'organise, fasse ce qu'elle veut, etc. D'ailleurs, le magnifique tract qui est ici, c'est pas nous qui l'avons fait. On le mettra au montage. Voilà, c'est une sympathisante d'une circonscription. Idem pour le site qui a été... Nous, on avait fait un premier site, mais qui n'était pas très sexy, on va dire. Et donc, il y a des compétences partout. Donc, chez les sympathisants, il y en a un qui a fait un site qui a vraiment bien plu. Et donc, c'est le site actuel. On est d'accord. Voilà. Qui est très sympa. Donc ça, c'est très bien. C'est l'idée que... C'est démocratieréelle.eu. Exactement, voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est qu'on s'efface un peu. Et c'est ça c'est aussi... La démocratie commence par là. C'est par s'emparer et devenir actif et se sentir moteur de l'action.